Alors cette histoire de l'ordre des frères prêcheurs en France pendant la Révolution reste largement méconnue. Je pense qu'on s'en est un petit peu aperçu dans les communications qui ont eu lieu ces 2 derniers jours. Très nettement, on voit que les exemples développés, les cas développés, s'arrêtent dans les années 1750, peu de choses après, et reprennent avec l'accordaire. Donc qu'est-ce qui se passe, en gros, entre 1750 et 1840 ? Pour commencer, je vais avoir un petit propos liminaire, historiographique, qui me paraît nécessaire pour comprendre comment l'ordre a étudié cette question au 19e, 20e siècle, et pourquoi finalement il y a assez peu d'études pour ensuite proposer un premier essai de synthèse avec ce qui a déjà été publié et ouvrir quelques pistes. Alors, quand Lacordaire réimplante l'ordre en France, la génération qui a traversé la Révolution est globalement éteinte. Et les survivants, il y en a encore quelques-uns, âgés, ne jouent aucun rôle dans la fondation des nouvelles maisons. S'il dénonce l'injustice des mesures révolutionnaires, Lacordaire lui-même ne cherche pas spécialement à évoquer les vicissitudes des frères pendant la période. Alors, les frères ont pourtant tenté de faire une historiographie, d'historiciser cette période dès les lendemains de la Révolution. En 1806, le père Fétot, il est connu, c'est le dernier prieur du couvent de la rue Saint-Jacques. En 1806, il écrit au maître général de l'ordre pour lui proposer de rédiger une relation historique sur le sort des dominicains en France pendant la Révolution, en s'appuyant sur des témoignages des survivants et sur les imprimés du temps. Je cite le père Fétot, tout y sera certain, circonstancié et satisfaisant. On voit bien, le but, c'est de faire une histoire qui fasse le tri entre les bons et les mauvais comportements pendant la décennie. Mais la mort saisit le père Fétot quelques mois plus tard et l'empêche de réaliser son projet. Il faut attendre les années 1880-1890, dans le contexte des lois sur les congrégations et du développement de l'anticléricalisme d'État, pour que des historiens de l'ordre se penchent sur la période révolutionnaire à des fins apologétiques, pour dénoncer ce qui se passe dans les années 1890, à savoir ce qu'on appelle, à l'époque, dans les milieux catholiques, l'impiété révolutionnaire renouvelée. En 1893, le frère Marie-Dominique Chapotin publie justement une biographie du révérend père Fétot à partir de sa correspondance découverte dans les archives romaines. Dans son introduction, qui est extrêmement intéressante, il insiste sur l'actualité de cette biographie, justement, qui doit servir de leçon pour la période des années 90 que traversent les dominicains. Je cite le père Chapotin. « Le moment n'est-il pas venu d'exhumer de l'oubli sa mémoire du père Fétot. 1893 ne répond-il pas à 1793 ? En respirant le viril parfum qui s'échappe de la tombe de leur père, émus, enivrés, fortifiés, ils, les dominicains, se sentent au cœur une plus forte volonté de glorifier, par des œuvres dignes d'eux, leur chère mémoire, et leur siècle, ravis de reconnaître en eux le sang des héros dont ils aiment à lui raconter les vertus, les suit plus courageusement sur la trace des saints. » Cette biographie, vous l'avez compris, va permettre une étude de la période révolutionnaire dans une perspective hagiographique. Et un frère de l'ordre va s'occuper de ce dossier, c'est le père Xavier Fauché. Le père Xavier Fauché qui va sillonner les archives pendant plus de 40 ans pour rassembler de la documentation sur les martyrs de l'ordre pendant la Révolution, au moment où l'Église de France entreprend la béatification d'un certain nombre de victimes religieuses de la Révolution. Après avoir publié plusieurs notices dans l'année dominicaine, le père Fauché publie une première biographie d'un dominicain pendant la Révolution, qui sera son seul, en 1912, qui sera son seul ouvrage publié. Il n'a jamais livré à l'impression le fruit de ses travaux. Pour l'essentiel, c'est un fichier manuscrit de près de 1700 noms, aujourd'hui conservé, donc ça fait partie des archives de la province de Lyon, aujourd'hui conservé dans les archives de la bibliothèque du Saulchoir. Je remercie au passage le père Jean-Michel Potin de m'avoir permis de les consulter. Donc 1700 fiches
travail remarquable qui mériterait, alors je ne l'ai pas fait, hein, parce que c'est un travail de longue haleine, mais qui mériterait un dépouillement systématique et surtout l'inscription sur une base de données informatique pour en tirer tous les renseignements et faire une analyse historique de ces informations. Alors, un fichier qu'il faut quand même prendre avec précaution, puisque la démarche est hagiographique, il s'agit d'attester à ses yeux, la démarche du père Fauché, c'était de vérifier si les dominicains avaient, entre guillemets, eu une bonne ou une mauvaise conduite pendant la Révolution. Et donc, en fait, il a surtout noté, hein, il y a à l'encre rouge sur les fiches, si le prêtre en question avait prêté le serment, s'il avait abdiqué ou non ses fonctions, et si éventuellement il s'était marié pendant la Révolution. Et donc cela lui a permis de donner au père qui écrivait l'histoire générale de l'ordre les premières informations, et donc le père Fauché avait estimé que pendant la Révolution, hein, je le cite, l'ordre n'avait pas démérité, il parle de bonne attitude globale. Alors, ce travail du père Fauché n'a jamais vu le jour, et dans l'entre-deux-guerres, on a surtout des auteurs dominicains de monographies conventuelles qui abordent la Révolution. Hein, donc le père Gagné, le père Torrel et plus récemment le père Lévesque. Seuls les dominicains parisiens ont attiré l'attention des chercheurs universitaires, avec la publication en 1964 de la thèse de Bernard Plongeon sur le clergé régulier de Paris face au serment, en 1995 celle de Sophie Askenov sur les dominicains de Paris du XVIIIe siècle, auquel on peut rajouter en 1978, on en a parlé hier, Yann Sordet en a parlé hier, une thèse d'École des Chartes sur le sort des manuscrits bénédictins pendant la Révolution. Mais le travail le plus complet qui a été effectué sur cette période, c'est un volumineux article de Bernard Montagne, paru dans l'Archivum Fratrum Praedicatorum en 1986, sur l'histoire de l'ordre en France entre 1789 et 1840, à partir des archives romaines, et qui est une étude centrée en fait plutôt sur les dominicains émigrés dans l'État pontifical et sur la survie de l'ordre à travers le tiers-ordre et un certain nombre de confréries. Alors l'objectif après avoir fait ce point historiographique, l'objectif de ma contribution, alors je l'avoue tout de suite, je ne suis pas allé dans les archives, je n'ai pas fait un travail d'archives qui reste à faire, parce qu'en fait le problème de repérage des sources est extrêmement compliqué pour cette période, donc j'ouvre des pistes pour un futur chantier, et je voudrais proposer une nouvelle synthèse d'ensemble, en ne me limitant pas au cas parisien, qui a retenu jusqu'ici uniquement l'attention des chercheurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc lancer quelques pistes de recherche pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi l'ordre, la branche française de l'ordre dominicain s'est éteinte après la Révolution. Alors, je fais un premier mea culpa dans le petit résumé qui vous a été communiqué. Je caressais l'espoir d'aborder aussi la question des religieuses dominicaines. Mais le temps m'a manqué et c'est aussi une autre problématique, donc je ne parlerai que des frères prêcheurs. Je ne parlerai pas non plus du tiers-ordre et des confréries, puisque de ce point de vue-là, l'article de Bernard Montagne fait le point. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à trouver. Alors, mon propos se divisera en 3 points. Un premier point très rapide sur l'ordre en crise pour l'interrogation à la fin du XVIIIe siècle, puis j'aborderai la question des dominicains face aux lois révolutionnaires, ensuite le rapport des dominicains, des destins de dominicains, donc de 1791 au Concordat. Alors premier point, un ordre en crise. En 1771, les dominicains français, on estime qu'ils sont à peu près 1400, peut-être un petit peu plus, répartis dans 179 maisons, elles-mêmes réparties entre 7 provinces. Alors l'ordre dominicain traverse dans ces années 1770 la réforme de l'ordre monastique en France. Je détaillerai dans la communication écrite cet épisode, qui est donc l'érection en 1766 par le pouvoir royal d'une commission des réguliers qui est chargée, donc sous l'autorité de l'archevêque de Toulouse, Dominique Briel, de réformer l'ordre monastique en France. Donc dans l'esprit des Lumières, à savoir donc de réformer les abus
d'un clergé qui est considéré comme tombé en décadence. Ça, c'est une idée qui va ensuite se perpétuer dans l'historiographie, qu'il faut nuancer et même remettre en cause, clairement, puisque on juge, il y a un jugement qui est effectué sur les ordres religieux à ce moment-là. Ces ordres religieux doivent justifier de leur possession temporelle, notamment dans le cadre d'une réflexion sur l'utilité sociale du clergé. Autrement dit, le but de la réforme, c'est éliminer ce qu'on appelle à l'époque le clergé parasite. Et donc, l'ordre dominicain, comme tous les ordres, est sur la sellette. Des rapports remontent à la commission. Je ne rentre pas dans les détails. Les évêques, beaucoup d'évêques sont critiques, mais ils sont critiques à l'égard de tous les ordres religieux. Ce sont des critiques qui ont souvent des arrière-pensées d'autorité spirituelle diocésaine. Toujours est-il qu'en 1771, l'ordre dominicain va devoir convoquer un chapitre général qui est réuni sans que le maître général de l'ordre ne soit consulté, donc sous l'égide du pouvoir royal, et un chapitre général qui va conformément à l'édit 1766 qui préconise la fermeture des petits établissements, qui va procéder à la fermeture de 20 maisons, et un chapitre qui va rédiger de nouvelles constitutions qui ne seront jamais validées par le maître général. Et la situation va pourrir jusqu'à la Révolution. Il n'y aura pas d'application réelle de ces constitutions. Et donc on a un ordre qui s'est réformé de façon incomplète. Alors, l'effet de cette commission des réguliers, c'est aussi la mise en avant du problème posé par beaucoup d'évêques, par les dominicains pour beaucoup d'évêques, c'est l'esprit de division que les dominicains propageraient dans certains diocèses. Et quel est le problème qui est pointé ici du doigt? Un problème qui a été soigneusement occulté par l'historiographie dominicaine au XIXe et XXe siècle, un mot qui n'apparaît pas dans les articles, qui est le mot de jansénisme. Silvio De Franceschi en a parlé un petit peu hier, mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a des jansénistes dans l'ordre dominicain, mais beaucoup de jansénistes vont rejoindre le mouvement dit des convulsions, qui est un mouvement janséniste prophétique, et les dominicains vont se faire d'ardents propagandistes de ce mouvement des convulsions. Et donc, dans certains diocèses, par leur prédication, mais aussi dans le cadre de direction spirituelle, ce qui aboutit donc à un certain nombre de conflits dans plusieurs diocèses. Et cette question du jansénisme convulsionnaire est au cœur des critiques qui visent l'ordre dominicain. Alors, pour finir cette première partie, est-ce que l'ordre dominicain est en crise à la veille de la Révolution? Il est divisé sur le plan idéologique entre jansénistes et non-jansénistes. Les jansénistes eux-mêmes se divisent entre convulsionnaires et non-convulsionnaires. Chaque maison suit une règle avec des accommodements disciplinaires, qui fait que d'une maison à l'autre, les frères n'observent pas vraiment le même mode de vie, ce qui pose des problèmes lorsqu'un frère change de maison. Et des problèmes de recrutement qui apparaissent clairement dans les années 60-70, mais des problèmes de recrutement qui, d'après ce que j'ai pu voir dans certaines maisons qui ont été étudiées un petit peu plus en détail, qui commencent à être jugulées dans les années 1780 sous l'action d'un certain nombre de prieurs réformateurs. L'ordre dominicain est-il toujours influent? Alors là aussi, on dit qu'il y a moins de traces, ils sont moins présents dans la prédication, notamment à Paris, c'est ce qu'a expliqué Isabelle Briand lors de notre première journée. Mais il faut aussi inscrire cette prédication dominicaine à l'échelle de la France. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de prédicateurs dominicains réputés dans d'autres villes françaises. Donc ils sont toujours là, mais il est difficile de mesurer réellement cette influence faute de sources, parce que bien sûr les sources de l'ordre ont cité un certain nombre de grands prédicateurs dominicains de la fin du XVIIIe siècle, mais quelle est leur audience réelle, c'est difficile à dire. Deuxième point, face aux lois révolutionnaires. Alors en 1789, l'ordre compte encore 1200, on va retenir 1200 religieux,
Les communautés dominicaines accueillent la Révolution non sans appréhension. Les ordres religieux sont toujours sur la sellette. Dès l'été 89, pendant la Grande Peur, des monastères sont attaqués par des émeutiers, ce qui arrive à certaines communautés dominicaines. Des dominicains qui d'ailleurs participent quelquefois, toujours au cours de l'été 89, aux cérémonies qui ont lieu dans les villes, les cérémonies d'apaisement et d'union nationale. Des dominicains qui essayent de donner aussi des gages de patriotisme, qui essayent de ne pas rester observateurs. Par exemple, le 4 août 1789, la communauté de Nantes achète 18 cocardes tricolores pour être portées par tous les religieux, prêtres, novices et frères du monastère. Alors, ces mesures n'empêchent pas, bien sûr, la venue des premières mesures, le vote des premières mesures par l'Assemblée nationale contre les communautés régulières. Le 28 octobre, les vœux sont suspendus dans les monastères. Le 2 novembre 1789, les biens du clergé, vous le savez, deviennent propriété nationale. Puis, logiquement, le 9 novembre, la libre disposition des bénéfices est suspendue. Les religieux doivent dresser un état de leurs revenus, c'est un décret du 13 novembre, et décret du 14 novembre, faire un inventaire de leur bibliothèque. Les fermetures commencent au début de l'année 90, avec les décrets de février, qui interdisent les vœux monastiques et suppriment donc les congrégations à vœux. Les religieux sont autorisés à sortir des cloîtres et à bénéficier d'une pension. Alors, je n'ai pas les moyens, puisqu'il faudrait faire une enquête systématique qui n'a pas été faite pour tous les établissements, donc je ne peux pas donner de statistiques fiables sur ces questions des sorties, parce que c'est très compliqué. Ces sorties s'étalent dans le temps, et vous allez voir, il y a beaucoup d'enjeux derrière ces questions de sortie. Alors, donc les religieux sont visités par les municipalités, doivent se prononcer, et en fonction du nombre de religieux qui souhaitent conserver la vie commune, ils sont rassemblés dans des maisons. Et pour les frères prêcheurs, l'État les a autorisés à conserver 3 établissements en France, à Paris, à Saint-Omer et à Toulouse. Ça, c'est le principe. La réalité, c'est qu'en fait, beaucoup de communautés refusent de ce principe du rassemblement. Et là, on touche un des problèmes aussi de l'ordre dominicain à ce moment-là, c'est la grande autonomie de chaque maison et surtout la méfiance vis-à-vis des autres maisons pour des questions disciplinaires. Je vous lis par exemple l'adresse qu'ont envoyé, il y en a plusieurs autres du même type, mais celle-ci est éloquente, le monastère de la rue Saint-Honoré à l'Assemblée nationale, quand on leur demande de rejoindre leurs confrères du noviciat général. Je cite: « Ce serait pour notre maison un malheur pire que la destruction, si l'on nous forçait d'en ouvrir indifféremment les portes à ceux qui, revêtus du même habit que nous et liés par les mêmes engagements, n'auraient ni les mêmes habitudes, ni les mêmes goûts, ni les mêmes sentiments que nous. Ce mélange forcé d'esprits hétérogènes aurait bientôt banni de notre maison l'ordre et la paix qui y règnent. Le séjour en deviendrait insupportable aux gens de bien. » Et donc, ce discours, on le retrouve dans plusieurs maisons et explique que la loi qui oblige les dominicains à se rassembler dans ces 3 maisons n'est pas exécutée pendant l'année 90 et l'année 91, et plusieurs maisons sont conservées, parce que ces dominicains ne veulent pas, pour ceux qui ne veulent pas sortir, ils refusent de se mélanger avec les autres. Alors, la sortie, elle va se faire progressivement. La dernière communauté dominicaine à être dispersée, c'est assez tardif, c'est en octobre 93, le cas est bien connu, c'est la communauté de la rue Saint-Jacques, à Paris, sous la direction du père Féteau, dont j'ai parlé dans l'introduction. Alors, les dispersions ne signifient pas isolement, et surtout pas destruction de l'ordre dominicain. Beaucoup de dominicains gardent le lien entre eux, ils retournent à une vie civile. Alors, il n'y a pas de communauté clandestine, ce qui a pu être observé pour d'autres ordres, notamment les ordres féminins. Ce n'est pas du tout le cas pour les dominicains, je n'ai pas trouvé trace de communauté dominicaine clandestine. Les dominicains, donc, soit retournent dans leur famille, donc, où ils se font aider, parce qu'ils ont une pension souvent assez maigre, qui de toute façon va être supprimée après 93. Certains exercent une profession. Alors ça, notamment il y a un bref du pape de mars 92 qui les autorise à ne pas porter l'habit et à se fondre dans le siècle.
et puis d'autres poursuivre un ministère dans le cadre séculier, un ministère dans le cadre de l'Église constitutionnelle ou de l'Église réfractaire. Enfin, vous avez des dominicains qui émigrent, donc d'abord en 91, puis après en 92, essentiellement en Italie et dans l'État pontifical. Alors les engagements, dernière partie, les engagements dominicains en Révolution. Alors, les dominicains, pour ceux qui s'engagent, vont suivre les deux options qui se posent aux catholiques qui veulent réagir aux événements, et donc ils vont s'engager soit en faveur de la Révolution, soit contre la Révolution. Alors ceux qui s'engagent en faveur vont rejoindre les rangs de l'Église constitutionnelle, pour ceux qui veulent poursuivre un ministère patriotique, c'est-à-dire ils restent prêtres, mais des prêtres au service de la Révolution. Ils rejoignent l'Église constitutionnelle. Alors plusieurs exemples, vous verrez dans la communication écrite de dominicains constitutionnels. L'un d'eux va même être élu évêque constitutionnel. C'est André Constant qui va être élu évêque constitutionnel donc du Tarn-et-Garonne en avril 91 et qui sera un évêque constitutionnel modèle puisqu'il restera en place jusqu'au Concordat et il aura une organisation diocésaine qui sera toujours opérationnelle en 1800. D'autres suivent l'Église réfractaire. Alors l'Église réfractaire, c'est donc soit des dominicains qui simplement distribuent les sacrements à ces fidèles de l'Église réfractaire qui sont dans un cadre privé, puisque l'Église réfractaire est une Église privée, à partir de 91. Puis après, certains continuent leur apostolat dans la clandestinité. Vous avez également, autre variante, des dominicains qui rejoignent l'Église réfractaire, mais qui plus est sont des militants contre-révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont participer par la parole, mais aussi par l'écrit, à produire des textes pour dénoncer l'œuvre de la Révolution et s'engager très clairement politiquement. Alors pour certains, ça leur coûtera la vie, c'est le cas du père Richard, qui est l'un des grands apologistes de l'ordre dominicain à la fin du XVIIIe siècle, qui est fusillé à Mons, en Belgique, en 1794. Alors, arrivée du Concordat en 1801, le Concordat de 1801 reprend les dispositions de la Constitution civile du clergé en organisant une église d'État. Alors, une église d'État avec des canonicats d'honneur, avec des congrégations enseignantes, notamment, qui sont rétablies, mais une église d'État sans clergé régulier. Donc, l'ordre des frères prêcheurs vont peut-être, à ce moment-là, restaurer en France. Que deviennent les dominicains à ce moment-là? Eh bien, ceux qui ont toujours une activité pastorale se fondent dans le clergé séculier et obtiennent des paroisses. On a plusieurs exemples. Quelques-uns, en fait, s'enferment dans une retraite. C'est le cas du père Féteau. Vous verrez, je publierai un extrait de sa lettre au maître général où il décrit son état d'esprit en 1806. Et puis, dernière branche, les dominicains jansénistes convulsionnaires, dont je parlais au début, qui vont reprendre le combat en 1801 contre le Concordat, et qui vont être les fondateurs et les animateurs de la petite église, de ce qu'on appelle la petite église, l'église anticoncordataire, notamment dans le Lyonnais et dans le Midi. Alors pour terminer, donc comment expliquer la disparition de la branche française de l'ordre des frères prêcheurs pendant la Révolution? Alors d'abord, le cadre légal imposé par la Révolution et l'Empire empêche toute restauration d'un ordre monastique en France. C'est évident. Donc il ne peut y avoir de vie pleinement régulière qu'en exil. Ce qui pose maintenant la question de la responsabilité du maître général de l'ordre, Balthazar de Quinones, à ce moment-là, qui aurait très bien pu réunir les frères français émigrés pour constituer un couvent, pourquoi pas un noviciat, susceptible de relever l'ordre en France. Or, il ne l'a pas fait, et surtout n'a engagé aucune mesure en faveur de la conservation de la branche française de l'ordre. Il semblerait qu'il l'ait plutôt laissé délibérément dépérir. Et ce qui peut s'expliquer très facilement, puisque pour le maître général de l'ordre, la branche française est une branche pourrie, à cause pour deux raisons. Tout d'abord, son gallicanisme. Le maître général a vu d'un très mauvais œil la réunion du chapitre général sans son autorisation en 1771, et puis surtout la question janséniste.
Et il considère, le janséniste, la grille de lecture romaine, l'hérésie janséniste met en péril l'Église. Et donc, la présence de très nombreux jansénistes militants dans les rangs des dominicains français pose problème. Alors, à la décharge du maître général, tout d'abord, c'est difficile aussi d'accueillir ces prêtres dans un ordre qui n'a pas beaucoup de moyens, notamment en Italie, on les répartit du mieux qu'on peut. D'autre part, le maître de l'ordre a aussi voulu préserver ses frères. On lui a reproché notamment de ne pas avoir voulu autoriser les dominicains à revenir en France dès 1795. Mais ces prêtres émigrés rentrés peuvent, en 1795 puis après en 1797, risquer leur vie s'ils sont arrêtés. Et puis, à cela s'ajoute, autre élément à décharge, extrêmement important à mon avis, que faire des dominicains restés en France, fidèles, selon eux, à l'esprit de leur ordre, mais qui ont emprunté des chemins bien différents. Et donc, ce sont de nouvelles sources de désordre et de rancœur en perspective. Alors, y avait-il une autre alternative au dépérissement? Alors, je termine, c'est mon dernier mot, ne faisons pas de téléologie, mais il est évident que pour les maîtres généraux qui se succèdent, fin 18e, début 19e, le relèvement de la branche française n'est envisageable qu'à travers l'apparition d'une nouvelle génération détachée des anciennes querelles théologiques et disciplinaires, mais également non compromise dans les conflits religieux de la Révolution. Parce que ce qui a en fait opéré la destruction de l'ordre dominicain en France, tout autant que les lois révolutionnaires, c'est l'extrême division de cet ordre et les prises de position violemment antagonistes qu'ont prises un certain nombre de ses membres. Je vous remercie.